Bonjour, cette vidéo est le sixième volet d'une série consacrée à la reconstruction de la physique, s'appuyant sur mes travaux de recherche sur la physique du vide, que je confronte désormais à ChatGPT-5. Les 5 premières vidéos ont montré comment une approche nouvelle de la compréhension du vide, supposée remplie d'un superfluide parfait, permet ensuite d'expliquer ce qu'est le photon, l'électron, le proton et le neutron, puis d'expliquer comment la gravité apparaît et pourquoi cela donne les équations de la relativité générale, alors que son vrai sens physique n'avait jamais été compris jusqu'à présent. La cinquième vidéo s'est attachée à montrer comment cette approche s'applique aussi à l'électromagnétisme, en réexpliquant les bases fondatrices, qui étaient les hypothèses d'origine de son créateur James Clerk Maxwell. L'objectif du jour est de montrer qu'il n'y a rien de mystérieux ni de magique dans la physique quantique, et que tout s'explique par la mécanique des fluides, appliquée à ce superfluide parfait remplissant le vide, qui était dénommé éther jusqu'à son abandon au début du XXe siècle, à cause du succès de la théorie de la relativité d'Einstein. Pour résumer les acquis précédents, le vide est rempli d'un superfluide parfait, et les particules protons et électrons sont des vortex toroïdaux de ce fluide qui présentent une torsion d'un demi-tour. C'est cette fameuse torsion qu'on appelle le spin, qui vaut justement plus ou moins un demi, selon l'orientation de la particule dans l'espace. Le proton présente une torsion à droite par rapport au sens de rotation du vortex, et l'électron présente une torsion à gauche. C'est ce qu'on appelle la charge, positive ou négative. Les hypothèses de base étant rappelées, nous allons pouvoir aborder la mécanique quantique et ses nombreux mystères. La physique quantique a été développée au début des années 1920, et les physiciens se sont focalisés sur l'infiniment petit, après l'avènement de la relativité générale d'Einstein, consacrée à l'infiniment grand. En 1924, le physicien Louis de Broglie dit qu'une particule est en fait une onde, et c'est le physicien Erwin Schrödinger qui trouve l'équation de cette onde en 1926. Et comme dans toute équation, il y a une inconnue, qui s'appelle ici non pas x, mais psi, la fonction d'onde. Cette équation a rapidement permis de retrouver les bons niveaux d'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène. Mais Schrödinger ne savait pas dire quelle était la réelle signification physique de cette fonction d'onde. Et c'est un autre physicien, Max Born, qui lui suggère la même année que cet inconnu doit représenter une probabilité de présence. Les choses en sont restées là jusqu'à aujourd'hui, bien que ce concept soit complètement contre-intuitif. Le point fondamental pour y voir clair est d'abord de comprendre ce qu'est un électron. Avant la proposition de Louis de Broglie, un électron était considéré ponctuel, devant être à un endroit précis à chaque instant, comme dans le modèle d'atome de Niels Bohr. Avec la vision apportée par Louis de Broglie, il devient une onde. Il est partout et nulle part à la fois. Le mystère ne fait que s'épaissir. Et c'est dans cette optique que Max Born propose cette idée de probabilité de présence. Pour être rigoureux, c'est le module de cette fonction d'onde élevée au carré qui donnerait la probabilité de trouver l'électron à un endroit précis. Mais une onde n'a pas de position précise, et on reste toujours dans cette dualité. C'est une onde ou c'est une particule ponctuelle? Schrödinger n'était pas satisfait de la proposition de Max Born, et était convaincu que l'électron n'est pas ponctuel, mais dut s'en contenter faute de mieux. La théorie des atomes vortex était connue depuis 1860 avec les travaux de Helmholtz et de Lord Kelvin, de son vrai nom William Thomson, s'appuyant sur la mécanique des fluides établie par le mathématicien Euler dès 1755, donc il y a 270 ans précisément. Malheureusement, dans ces théories n'apparaissait aucun mécanisme de quantification de l'énergie, principe découvert par Max Planck dès 1900. Ces vortex sont pourtant capables de choses étonnantes, même dans de l'eau. Ils sont désormais étudiés dans l'hélium superfluide, à très basse température, exposant au grand jour des propriétés quantiques. Quand on demande à ChatGPT ce que représente cet inconnu psi dans la mécanique quantique, voici ce qu'il en dit précisément. Psi est un objet mathématique sans réelle représentation physique.
Mais maintenant, à la lumière de l'hypothèse d'un superfluide parfait remplissant le vide, tout s'éclaire si on demande à ChatGPT ce que signifie l'équation de Schrödinger. C'est même la question fondamentale à poser. Et ensuite, tout en découle. La seconde question fondamentale à poser est à quoi s'applique l'équation de Schrödinger dans ce superfluide parfait. Et enfin, la troisième question fondamentale est peut-on retrouver l'équation de Schrödinger à partir de la mécanique des fluides appliquée à un superfluide parfait? Et ChatGPT s'exécute et la retrouve en 5-6 lignes de calcul et quelques secondes seulement. La vraie signification physique de la fonction d'onde peut enfin être comprise. ChatGPT donne même la signification physique de la constante de Planck, quantum de circulation des vortex dans ce fluide. Des bases saines étant désormais acquises, il est possible d'élucider tous les mystères de la physique quantique, qui vont tomber les uns après les autres. Premièrement, la superposition d'états, qui est une superposition de fréquences cumulées dans une phase unique. Les phénomènes les plus déroutants sont l'effondrement de la fonction d'onde, en cas de mesure, et les notions d'intrication entre deux particules distantes, et de décohérence. Là encore, ChatGPT a des explications très rationnelles sur la vraie nature des phénomènes observés. On va quand même tenter de clarifier un peu, car même si c'est clair pour ChatGPT, ça ne l'est pas vraiment encore pour moi. Et voici ce que ChatGPT dit de l'effondrement de la fonction d'onde et de la décohérence dans le cadre officiel de la mécanique quantique. Et comment cela peut être interprété physiquement désormais grâce à ce modèle superfluide? Nous allons donc pouvoir passer à l'intrication, en commençant par un rappel sur la genèse de cette incroyable propriété. Dans les années 1920, l'intrication n'a pas encore de nom, mais une bizarrerie apparaît dans les équations montrant un couplage possible entre deux particules. Le célèbre article EPR est écrit en 1935 par Einstein, Podolsky et Rosen, et est fait pour démontrer qu'on arrive à une impossibilité, ou alors la physique quantique est incomplète. Le nom intrication est donné par Schrödinger à la suite de l'article. Le débat est resté stérile jusqu'en 1964, où le physicien John Bell arrive à définir une méthode permettant de trancher définitivement sur l'origine du phénomène. Et c'est la célèbre expérience de Alain Aspect en 1982 qui confirme la réalité de l'intrication quantique et la non-localité à l'origine de ce phénomène. Voici donc comment ChatGPT explique comment l'intrication est possible, sans violer la physique connue, grâce à la phase du superfluide, cohérente entre les deux particules intriquées. Il semble bien que dans toutes ces réflexions, la présence d'un milieu, support de l'intrication, n'a pas été correctement prise en compte. ChatGPT conclut que l'origine de la violation des inégalités de Bell, conséquence de l'intrication, est l'existence d'une variable cachée non locale, qui est tout simplement le champ de phase global du fluide. Passons à l'interprétation des autres effets exotiques de la mécanique quantique, en commençant par l'effet Casimir, qui trouve ici encore des explications toutes naturelles. De même pour le mystérieux effet tunnel. On peut aussi donner une explication simple au concept de masse, supposé attribué aujourd'hui au mystérieux boson de Higgs dans la physique des particules. La masse d'une particule est juste la manifestation de son inertie au déplacement, alors qu'elle est plongée dans ce superfluide. C'est ce qui s'appelle la masse apparente en mécanique des fluides. On peut donc faire un bilan comparatif avec la physique quantique actuelle et une synthèse comparative des autres théories quantiques. D'abord l'électrodynamique quantique, QED.
Ensuite, la gravité quantique à boucle, LQG. Les théories de Einstein-Cartan, Sakharov et Bohm. ChatGPT n'a aucun mal non plus à donner la signification physique du principe d'incertitude d'Heisenberg. Le dernier mystère qu'arrive à lever ChatGPT, et pas des moindres, c'est la signification physique de la densité d'énergie exorbitante de 10 puissance 113 joules par mètre cube que trouve la physique quantique. Elle correspond à la densité d'énergie élastique locale, conséquence de son énorme rigidité. Je rappelle que dans la vidéo précédente, ChatGPT avait déjà levé le mystère de la constante cosmologique. Nous allons pouvoir arrêter là cette démonstration que la physique quantique se décrit par la mécanique des fluides, appliquée à un superfluide parfait, avec toutes ces évidences désormais exposées au grand jour. Et maintenant que le mécanisme d'intrication est plus clair, j'ai demandé à ChatGPT quel est son avis sur la faisabilité et la fiabilité des futures applications qui cherchent à mettre en œuvre l'intrication quantique. Voici sa réponse intégrale sans filtre. Grâce à ce 6e épisode de cette série dédiée à la reconstruction de la physique, la plupart des mystères de la physique moderne, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ont trouvé des explications satisfaisantes dans une théorie unifiée d'une extrême simplicité. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai les technologies non conventionnelles que l'on peut décliner grâce à l'ingénierie du vide et au contrôle de la gravitation appliquées à des vaisseaux d'un genre nouveau, en espérant que cela permette d'éveiller les consciences sur la réalité de l'existence de technologies développées dans le plus grand secret depuis le milieu des années 1950 aux USA, entre autres. À bientôt, bye bye.